Bonjour. Le caillou confiné du jour, le voici. Un basalte. Un basalte particulier, dans la mesure où, la plupart du temps, quand on pense basalte, on a ceci en tête. Une roche noire très dense, très homogène, finement bulleuse. Et celui-ci, on voit bien qu'il n'a pas le même aspect, il n'a pas la même teinte, la même organisation. Et puis surtout, celui-là, je l'ai ramassé dans les Alpes, à 2000 mètres d'altitude, dans la région de Briançon, et loin donc de toute activité volcanique identifiable. Si je commence par m'intéresser à la couleur de l'échantillon, on s'aperçoit que, bien qu'il s'agisse d'une roche très sombre, elle est malgré tout verdâtre. Et la teinte est dans la masse. D'accord. Tout est vert. Et en fait, cette teinte verdâtre, elle est due à la présence de minéraux qui n'existent pas dans le magma basaltique et donc qui apparaissent postérieurement à la coulée de lave, à la mise en place de la coulée. Ces minéraux, c'est de l'amphibole, une amphibole verte, actinote, et puis un minéral apparenté au mica ou aux argiles qu'on appelle la chlorite, qui est vert également. Et ce sont des minéraux hydratés. Ça veut donc dire que, postérieurement à sa mise en place, la coulée de lave, au cours de son refroidissement, a interagi avec de l'eau et avec de grandes quantités d'eau, puisque la teinte se tient dans la masse. La deuxième particularité, c'est la structure de l'échantillon. Vous voyez qu'il y a une espèce de croûte ici, de zone superficielle, qui est très noire, alors que la zone centrale est plus claire. Cette croûte, elle est vitreuse. En fait, elle est figée par un refroidissement extrêmement rapide, comme si la lave avait été mise dans un fluide réfrigérant, de l'eau, encore une fois. Euh, le cœur, lui, a été protégé de cette trempe par cette croûte et donc a refroidi plus lentement et il adopte une texture plus classique pour un basalte, une texture microlithique. Donc on a deux arguments pour dire que ce basalte a interagi avec de l'eau au cours de ce refroidissement. Il y en a un troisième, c'est la forme générale de l'échantillon. En fait, ce morceau de roche, c'est un fragment d'un basalte en coussin, qu'on appelle aussi pilolava. Alors, je vous ai fait un croquis ici, vous voyez que en fait, ce qu'on observe, c'est ça, là. Voilà, un petit morceau ici, on l'encadré. Et ces pilolava, eh bien, ils apparaissent lorsque les coulées se mettent en place sous l'eau. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'ils prennent cette forme alors qu'ils sont complètement étalés quand les basaltes s'écoulent en milieu aérien? Eh bien, c'est dû à un phénomène qu'on appelle la tension superficielle. Pour comprendre ça, il suffit de penser à des gouttelettes d'eau. Lorsque vous mettez de l'eau en petite quantité sur des surfaces, elles ont tendance à former des gouttelettes. Et en fait, cette forme est due au fait que les particules d'eau exercent entre elles des interactions qui tendent à les rassembler, et c'est ce phénomène qu'on appelle tension superficielle. Ça existe dans tous les liquides, ou presque, et par contre, dans le liquide magmatique, dans le basalte, lorsqu'il est fluide, cette tension superficielle est faible. Elle a une faible intensité, et du coup, quand la lave s'écoule à l'air libre, elle s'étale, le poids de la lave va être plus fort pardon, que la tension superficielle, et on aura des nappes assez homogènes de basalte. En revanche, lorsque la coulée se fait dans l'eau, le poids apparent est plus faible du fait de la poussée d'Archimède, et cette tension superficielle alors se manifeste et est à l'origine de cette forme particulière des coulées basaltiques subaquatiques. On a donc trois arguments qui nous disent que ce basalte alpin a interagi pendant sa formation et pendant son refroidissement avec de l'eau et avec de grandes quantités d'eau. Où trouve-t-on la même chose dans la nature actuelle? Eh bien, sur les planchers océaniques, à l'endroit où ils se créent au niveau des dorsales océaniques. Ça veut donc dire que, vraisemblablement, là où se trouvent les Alpes aujourd'hui, il y a eu dans le passé un océan qu'on a appelé l'océan alpin, et l'histoire de ce basalte reste finalement à compléter pour comprendre comment des fonds océaniques se trouvent aujourd'hui à plus de 2000 mètres d'altitude dans les Alpes. À bientôt!